Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov reçoit Wally Bordas, qui est journaliste au Figaro et qui est auteur de ce livre, co-auteur avec Nejma Brahim, co-auteur de ce livre Tout ça pour ça aux éditions Plomb. Alors voilà, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils sentaient bon. Le sable chaud, les légionnaires, en marche, oui, non pas de la Légion, mais de la République en marche, oui, ils étaient là. Et après la victoire de Jupiter, cette victoire extraordinaire, enlevée évidemment de main de maître. Et il y a eu, comme vous le savez, depuis quelque temps, c'est la Constitution oblige, enfin, changement de loi oblige, les législatives arrivent après les présidentielles, et pour conforter la victoire du président, eh bien, on élit à la majorité absolue, c'est ce qui est arrivé pour LREM, La République En Marche. Cela fait, nous sommes donc pratiquement maintenant, disons-le, 4 ans, pas loin. Eh bien, un bon livre, un livre à la fois informé et très coruscant, Wally Bordas et Nejma Brahim, tout ça pour ça. Alors tout ça pour ça, ça veut dire quand même que ça s'est passé un peu différemment de ce qu'on attendait au début et de l'avenir radieux et de l'horizon radieux. Exactement, ça veut dire notamment même que ces nouveaux élus qui sont arrivés en masse après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, qui étaient pleins d'espoir, pleins de bonne volonté, pleins d'envie, finalement, eux aussi, une grande partie d'entre eux le pensent, ce fameux tout ça pour ça, ont été déçus, ont été désenchantés. Ah oui, eux-mêmes le sentent. Là. Ah oui. Vous en avez vu beaucoup, j'imagine. Oui. On en a rencontré un peu plus d'une soixantaine de la majorité quand même. Et en effet, et ça a été très rapide quand même. Il y a eu un désenchantement, une désillusion réelle de ces élus qui finalement ne s'étaient pas vraiment frottés au terrain. Il y en avait beaucoup qui étaient issus de la société civile, qui n'avaient jamais fait de politique auparavant, qui n'avaient même pas eu d'expérience militante, et qui sont arrivés à l'Assemblée nationale en voulant tout changer, et qui se sont aperçus finalement que les rouages de la politique n'étaient pas ceux qu'ils pensaient réellement, se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas changer les choses juste en appuyant sur un bouton, et que tout n'irait pas mieux dans le pays aussi facilement, qui se sont aperçus que finalement ils étaient tellement nombreux à l'Assemblée nationale, tellement nombreux dans cette nouvelle majorité hégémonique qu'ils n'avaient pas énormément de voix ni de pouvoir eux-mêmes, et qui se sont aperçus que finalement les choses ne pouvaient pas se faire facilement, et que l'apprentissage était assez rude. Alors justement, ils se sont aperçus de ça, mais en même temps, est-ce qu'ils se sont aperçus, puisque vous en avez interrogé une soixantaine, ce qui est non négligeable, est-ce qu'ils se sont sentis godillots? Vous savez, on dit toujours le Assemblée de Godillot, on dit chambre d'enregistrement, c'est pas nouveau, mais là il y avait une telle majorité massive. Est-ce que en fait, ils en veulent plus ou moins à X ou Y, je passe pas seulement Emmanuel Macron, mais peut-être les gouvernements ou les gens qui sont autour de Macron, de dire, écoutez, pas une tête ne dépasse, vous allez obéir aux instructions? Au début, ils se sont un peu offusqués de ce terme Godillot, Playmobil, des termes un peu méchants qui ont été employés à leur rencontre. Mais finalement, eux-mêmes, lorsqu'on leur parle, l'admettent. Il y a parfois sur certains sujets où ils n'étaient pas forcément d'accord avec les lois. Ils les ont votées parce qu'ils avaient signé quand même au début pour Emmanuel Macron et pour son programme, et qu'il allait falloir forcément l'appliquer. Ils ont été élus grâce à lui aussi. Ils ont été élus grâce à lui dans sa foulée en plus. Et finalement, c'est un peu le paradoxe de l'Assemblée nationale aujourd'hui telle qu'elle existe, avec des députés qui sont élus dans le sillage du président de la République juste après, et qui forcément sont représentatifs du vote des électeurs à la présidentielle, la plupart du temps, et en tout cas cette fois ça a été assez énorme, et du coup forcément vont voter pour les textes proposés par la majorité et par le gouvernement. On va en parler tout de suite après les infos, on continue avec vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler aussi au 0826 300. À tout de suite. Et tout de suite vous retrouvez André Berkov et son invité Wally Bordas, qui nous parle de son livre Tout ça pour ça, une grande enquête au cœur de l'Assemblée nationale. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors, Wally Bordas, vous avez suivi effectivement avec Nejma Brahim la saga de ces 350 ou 314 députés qui sont arrivés, flamberge au vent, vers l'horizon illimité du pouvoir. Et en fait, ils se sont aperçus que le pouvoir, c'était beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas sur le législatif. Est-ce qu'ils ne se sont pas aperçus? Je voudrais savoir comment ils l'ont dit, parce qu'au fond, c'est un peu la Ve République, mais ça s'est beaucoup aggravé pour les uns ou arrangé pour les autres. C'est que l'exécutif dirige le législatif. La séparation des pouvoirs, en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure, et depuis longtemps d'ailleurs, pas seulement depuis Macron. Est-ce qu'ils se sont aperçus de ça? Ils n'avaient pas idée de ça, ils se sont aperçus, et comment ils l'ont vécu? C'est exactement ça. Ils se sont aperçus que finalement, eux-mêmes n'allaient pas pouvoir changer les choses et que ça allait se faire de manière collective avec des ordres donnés qui viennent d'en haut, tout simplement. Et nombre d'entre eux l'ont formalisé de manière simple et assez rapidement finalement en disant on a compris, on est des députés macronistes, on va voter les textes de loi qui nous sont proposés. Et au début ils l'ont fait sans broncher, puis finalement la machine s'est un petit peu grippée pour certains d'entre eux. Alors pourquoi elle s'est grippée et dans quelles circonstances? Alors déjà, il y en a beaucoup qui avaient l'impression que tout allait changer rapidement, que le train des réformes allait se faire très vite, etc. Puis ils se sont aperçus finalement que le temps législatif est assez long, qu'une loi c'est long à faire voter, que des amendements, il faut écouter tout le monde, il faut écouter l'opposition, il faut répondre. Finalement, ça a été une première découverte, une première déception. Ensuite, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ils n'ont pas eu les responsabilités qu'ils pensaient avoir. Mais quel genre de responsabilité ils pensaient avoir? Être responsable d'un texte, par exemple, être nommé faire eux-mêmes les textes, etc. Voilà, pouvoir participer un petit peu à l'élaboration. Et ça se faisait au château, quoi. Non, mais pas forcément, mais surtout ils se sont aperçus que c'était un peu toujours les mêmes, finalement. Les députés un peu plus expérimentés de la majorité qui obtenaient ces fameux textes, qui obtenaient des postes un peu importants, un peu prestigieux, qui allaient représenter leur parti à la télévision, à la radio, etc. Et puis aussi, il y a eu, il faut dire quand même, une partie des députés de cette majorité qui étaient issus du Parti socialiste ou qui en tout cas avaient une tendance sociale et qui ont eux été très déçus par la politique menée par Emmanuel Macron, puisqu'ils estimaient qu'elle n'était pas assez à gauche à leur goût. Ils ont essayé pendant un petit moment de créer des groupes, de créer des espèces de chapelles comme ça existait par ailleurs sous les précédentes majorités pour faire influer la politique du gouvernement un peu plus à gauche. Ils se sont aperçus que ça n'a pas marché et finalement tous, chacun leur tour, voire même parfois ensemble, ont fini par quitter cette majorité. Aujourd'hui, il n'en reste pas énormément de ceux de cette tendance sociale. Est-ce qu'ils pensaient, ceux-là, vous parlez de ceux qui venaient du Parti socialiste, que quelque part que Macron, ou ils vous l'ont dit, que Macron allait être un petit Hollande, allait suivre un peu la politique de Hollande, ou pas du tout, franchement? Il pensait en tout cas que le en même temps allait s'appliquer peut-être un petit peu plus que cela n'a été selon eux le cas. D'accord. Mais est-ce qu'ils ne pensaient pas aussi que justement, ils découvraient la politique, qu'ils étaient justement débutants, en tout cas, dans ce domaine-là, et ce qu'ils avaient à apprendre? C'est-à-dire que, en fait, c'est intéressant, parce que d'un côté, de l'extérieur, on dit, là, qu'est-ce que c'est que ces députés Playmobil, Godillot, comme vous avez dit, et d'un côté, eux, ils ont des états d'âme, bien sûr. Et vous dites, c'est intéressant, parce que vous parlez des séparations et des divorces qui ont été très élevés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très intéressant. Et ça c'est revenu à chacune de nos rencontres, que ce soit d'ailleurs avec des députés de la majorité ou de l'opposition. Tous nous ont parlé d'un taux de séparation et de divorce exceptionnel chez ces nouveaux députés. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces nouveaux élus, contrairement aux précédents, n'avaient aucune expérience politique pour beaucoup. On ne va pas généraliser, mais ils connaissaient pas les tournées, les circonscriptions, etc. Ils avaient pas fait de politique auparavant. Ils s'étaient jamais engagés, et donc et en plus aussi, ils étaient plus jeunes. Il y avait beaucoup de femmes aussi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc ils sont arrivés plein de bonne volonté, en voulant énormément travailler, en s'investissant beaucoup.
sans avoir eu l'habitude de cette vie très occupée que demande la politique. Et donc, beaucoup de couples ont en effet volé en éclats. Vraiment. Et puis, il y a eu aussi des rencontres à l'Assemblée nationale. Beaucoup de jeunes députés qui se retrouvent dans un même endroit, qui travaillent ensemble toute la semaine, toute la journée, le soir parfois, la nuit parfois. Ça crée des rencontres et des proximités qui font qu'il y a eu aussi des couples qui ont volé en éclats. On ne badine pas avec l'amour, comme disait Alfred de Musset. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et vous dites aussi, dans votre livre, que beaucoup d'assistants parlementaires ont été virés ou démissionnaires, qu'il y a eu un turnover, comme on dit, assez hallucinant là-dedans. Pourquoi ? Parce que justement, ils découvraient la hiérarchie, que ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, déjà, apparemment, c'est des chiffres jamais vus. En termes de turnover des assistants parlementaires. Vraiment exceptionnel. Il y a une époque où on a rencontré une députée qui avait les chiffres et qui nous disait il y a entre 60 et 80 sorties mensuelles. C'est-à-dire qu'il y avait entre 60 et 80 attachés parlementaires qui étaient virés ou qui partaient chaque mois. C'est beaucoup ça. Ce qui est énorme. C'est dû, alors on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas on a des pistes. Ça peut être dû à la fois à un manque d'expérience de ces nouveaux députés qui ne sont pas les managers. Exactement, qui n'avaient jamais managé auparavant. Et aussi à quelque chose, ça c'est un attaché parlementaire justement qui nous a raconté cette anecdote et qui nous a dit que c'était finalement assez répandu. Il y a beaucoup d'attachés parlementaires qui sont arrivés à l'Assemblée nationale avec des nouveaux élus et qui avaient finalement plus d'expérience politique que eux-mêmes, qui avaient déjà travaillé dans des cabinets, qui avaient déjà travaillé avec d'autres députés et qui du coup, eux, se sont sentis un petit peu supérieurs et ont eu tendance à faire preuve, à être un peu hautains. Ou en tout cas, nous, on connaît ça mieux que vous. Voilà, et à leur dire, essaye plutôt de faire ça, je te conseille plutôt de faire ça. Et ce qui n'a pas plu à ces nouveaux députés qui, forcément, arrivaient et avaient des personnes qui travaillaient avec eux et ne souhaitaient pas être considérés comme des mauvais, quoi, tout simplement. Et ça a été aussi une raison l'une des raisons de ce turnover. Intéressant ça. Et c'est vrai. Autre raison qu'on peut aussi évoquer, c'est ça a toujours été le cas, mais on peut encore citer quelques affaires qui sont sorties d'ailleurs dans la presse de harcèlement par des députés un petit peu autoritaires, voulant profiter de leur statut pour etc. Oui, promotion canapé et autres. Hélas, ça existe depuis longtemps ça. Mais justement, est-ce que, alors parmi les gens que vous avez vus, est-ce qu'il y en a qui vous ont dit, pas des noms, mais quand même, qui sont dégoûtés de la politique, qu'en fait, leur expérience, là, au stade, 3 ans et demi après, 4 ans après, est-ce que vous en avez eu ? Oui, il y en a. On en a marre, on va pas reprendre ça. Oui, il y en a. Je parlais pas plus tard qu'hier avec une ancienne députée de la majorité qui l'a quittée, dont je ne citerai pas le nom, qui me disait qu'elle était arrivée pleine d'espoir et qu'aujourd'hui, elle ne se représenterait pas, que ça l'avait clairement dégoûtée et que même aujourd'hui, elle hésitait encore à venir à l'Assemblée nationale, qu'elle estimait qu'elle serait plus utile ailleurs dans son ancien métier, pour lequel en plus qui sert beaucoup en ce moment puisque c'est dans le domaine du médical, donc avec la crise du Covid-19, et qui me disait en tant que député je suis inutile, autant que je fasse autre chose, autant que je fasse ce que je sais faire. Utile. Voilà, et il y en a quelques-uns des députés comme ça qui ont vraiment été dégoûtés de la politique. Vous en avez eu quelques-uns, oui, c'est ça. Et c'est fou parce que ça c'est... Enfin, c'est dommage parce que la politique, on a besoin qu'elle existe. Et si c'est pour dégoûter de la politique, c'est pas non plus un résultat très encourageant, quoi. Et est-ce que vous avez eu aussi, parce que vous dites aussi, en fait, Macron, ils sont toujours attachés très sincèrement à la personne de Macron. Ils disent mais Macron, il nous a déçus quand même ou pas, très franchement. C'était assez marquant, parce que même quand on avait des députés très déçus par la politique, qui pouvaient être très amers, qui pouvaient même être plutôt agressifs avec certains députés de la majorité qui avaient percé, qui avaient réussi à s'imposer, qui pouvaient être énervés après certains ministres, après l'exécutif de manière générale. Finalement, quand on leur parlait d'Emmanuel Macron, restait quand même assez gentil. Et il n'y en a pas un qui vous a dit quand même ah non, franchement, je suis déçu par rapport à ce que je m'attendais. Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais la majorité des déçus
finalement, restait fidèle à Emmanuel Macron et disait aujourd'hui, je soutiens toujours le président de la République, mais je préfère le faire en dehors de la majorité, puisque ma voix compte un peu plus. Et ce qui était assez impressionnant, finalement, c'était cette... on a un chapitre qui raconte un petit peu ça, c'était la figure quasiment la figure tutélaire d'Emmanuel Macron, où il y avait quasiment un côté gourou, un côté ensorcelant d'Emmanuel Macron vu par ces députés-là. Oui, c'est vrai. Non, mais on sait qu'il a aussi ce pouvoir de séduction assez grand. Enfin, beaucoup l'ont raconté. Et alors aujourd'hui, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui. Parce que de l'extérieur, c'est vrai qu'on sent ça comme une espèce de théâtre d'ombre avec cette Assemblée nationale entièrement, encore une fois, entièrement coupée. Mais est-ce qu'ils se rendent compte aussi, est-ce que certains, que c'est dû aussi, vous l'avez dit au départ, Wally Bordas, c'est que c'est dû aussi au fait qu'on a mis législative après les présidentielles et que ça a fait que forcément, et ça s'est passé pour Hollande, ça s'est passé pour Sarkozy au départ et pour d'autres, la majorité suit le président, quoi. Ils s'en rendent compte. Ouais. Ils s'en rendent compte, ils le savent et en fait finalement tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. C'est forcément le cas dans le système électoral tel qu'il existe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même leur réélection, si certains commencent à y penser, certains d'autres, ne le souhaitent pas, mais leur réélection sera forcément due à la possible réélection d'Emmanuel Macron. Et ils le savent très bien. Et ils savent très bien que si lui n'est pas réélu, ce sera effectivement la Bérésina, en tout cas pour beaucoup. Oui. On continue avec vous, Wally Bordas, et avec les auditeurs de Sud Radio. Et avec les auditeurs de Sud Radio, en effet, qui nous appellent. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous venez réagir évidemment aux échanges de ce que nous raconte Wally Bordas sur ces députés LREM qui sont arrivés en 2017 et qui éprouvent un désenchantement. Et puis sur tous les autres sujets qu'on a abordés, ces confinements du week-end. Alors que finalement, on se rend compte que sur la carte nationale du réseau Sentinelle, il n'y a pas d'alerte Covid pour le moment. Donc voilà, vous pouvez réagir à ça et vous pouvez réagir aux terribles et très forts témoignages, des agressions au couteau, notamment qu'a vécu Anthony, qu'on a entendu à l'antenne. Allez, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff est bien dans tous ses états avec son invité Wally Bordas, je rappelle. Mais vous aussi, c'est à vous de faire la radio maintenant puisque vous nous appelez au 0826 300 300. On donne la parole à Fabienne qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, moi je voulais rebondir sur ce que le docteur Sarrazin avait dit. Oui. Et je voulais vous remercier aussi pour vos émissions où on a enfin de la vraie information et où vous laissez la parole à des gens qui malheureusement ne sont pas du tout entendus sur les chaînes de télé habituelles, quoi. Et c'est regrettable. Et oui, mais c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de faire de la réinformation ou de la contre-information. Tout à fait. Alors en fait, moi je voulais juste dire, j'étais totalement d'accord avec elle et surtout, je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer tout ce que nos différents politiciens et leur choix politique ont choisi, quoi, en fait. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que c'est la population générale qui supporte tous leurs choix et qu'aucun d'entre eux n'est capable de l'assumer et de nous le dire franchement. Oui, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Moi, je crois que quelqu'un, je ne sais plus quel généticien ou généticienne l'avait dit, il dit c'est quand même la première fois dans une épidémie qu'on commet en quarantaine une population entière. Ça, c'est du jamais vu, c'est intéressant. Enfin, voilà. Voilà ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il serait bien que notre ministre de la Santé assume ses erreurs et il le dise vraiment, une bonne fois pour toutes. J'ai commis des erreurs, j'ai décidé ça. Quand on voit le scandale du Lancet, c'est inadmissible. Et il n'est jamais revenu là-dessus. Jamais. Oui, mais chère Fabienne, vous voyez beaucoup d'hommes politiques assumer leurs erreurs en disant « Oui, je me suis trompé ». Ils devraient le faire, je suis d'accord avec vous. Peut-être que s'ils le faisaient, peut-être que la population les entendrait différemment et agirait de manière... voilà, parce qu'à part nous infantiliser et nous dire qu'on respecte rien et qu'on sait pas faire et que tout ça, on n'a pas un discours franc, quoi. Moi, j'ai été assez frappé quand même par ce policier, vous avez sur les quais de Seine, qui disait « Allez les garçons, vous avez picolé, là les enfants, maintenant, j'en ai marre de jouer à la maternelle, rentrez chez vous, quoi ».
Et le jeune, on avait un sonneur, il disait, mais attendez, on n'est pas des enfants. Mais si, vous êtes des enfants. Style, allez, rentrez dans votre landau, et nous, on sait mieux que vous ce qui doit être bon pour vous, quoi. Oui, mais malheureusement, enfin, à leur décharge, ils appliquent les consignes d'en haut. Hein. C'est vrai, absolument. C'est ce qu'on leur demande de faire et c'est ce qu'on clair. leur demande d'agir. Nous, dans les Bouches-du-Rhône, quand je vois comment on traite aussi un des meilleurs chercheurs au monde et comment on traite son IHU et de la manière dont on le dénigre, je trouve ça absolument scandaleux. Oui, écoutez, chère Fabienne, de toute façon, les politiques oublient quelquefois qu'ils sont nos employés de maison et qu'on les paye pour ça. Absolument. Et quand on a l'impression qu'ils arrivent en grands seigneurs et qu'ils sont là pour nous donner des solutions et autres, ils oublient qu'on paye nos impôts et qu'on contribue à plein de choses aussi dans notre pays, quoi. Absolument, oui. Mais voilà. Ça, faut les... Merci Fabienne. Merci beaucoup Fabienne. Et allez, on va à Bordeaux. On donne la parole à Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Françoise. Bonjour André et puis à votre invité. Oui, je voulais me manifester parce que ça m'a rappelé de très mauvais moments quand j'habitais derrière le Compasteur, dans une petite rue qui est d'ailleurs près du ministère de la Culture. Et ce que je voudrais dire, donc avant que je sois dégagée par ma propriétaire, aidée par la mairie et par le bailleur social, on va dire mafieux quand même, une cité, qui a préempté l'immeuble et donc qui m'a dégagé sans indemnité. Et donc ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, disons que les personnes, on va dire entre guillemets comme il faut, ils ont été les locataires, ils ont été sortis de leur logement et qu'est-ce qu'on a mis? Des étudiants. Et donc je pense que ça explique, il y a pas mal de squats aussi. Oui, c'était un squat que venaient les agresseurs notamment. Énorme, parce qu'ils sont aidés, il faut dire, par les associations, parce que je pense qu'ils n'ont pas les outils quand même pour casser les portes. Je ne pense pas, les migrants. Non, bien sûr. Et donc, et en fait, personne n'intervient, ni les témoins, ni la police, elle met beaucoup de temps. Et après, si vous osez dire que ce sont évidemment des étrangers qui ont fait ça, eh bien, vous êtes menacés. Donc, je comprends l'accueil qui a été fait à ces personnes agressées. Parce que à Bordeaux, c'était du temps de Monsieur Juppé, mais je vois qu'apparemment ça n'a pas changé. Et donc voilà, et je trouve que c'est effrayant parce que qu'en est-il du couvre-feu ? Je veux dire, nous on est comme des cons entre guillemets, on le respecte. On est obligé, parce qu'on n'a pas 135 euros à donner. Et puis il y a des gens qui ne respectent pas. Et voilà. Et pourquoi il n'y a pas de ronde? En fait, il n'y a pas de ronde, parce que le Compasteur, c'est quand même, près de la place de la Victoire. Et donc, en fait, il n'y a rien n'est surveillé. C'est ce que je voulais dire. Rien. Écoutez, c'est un vaste problème, c'est un vaste problème, et je crois que le plus important, c'est qu'effectivement qu'il faut y ait des interventions, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive, et vraiment je ne le souhaite pas, qu'on arrive à ce qu'il y ait des citoyens qui assurent eux-mêmes leur propre défense, et si ça continue comme ça risque d'arriver, et c'est franchement, c'est pas la solution, et c'est sûrement pas la solution. Si j'avais eu une arme quand on m'a agressé, qu'on m'a volé mes bijoux comme ça à l'arraché, vous l'avez raconté, ça. C'est servi. Parce que là, c'est minable. Après, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les policiers? Ils ne font rien porter. Voilà. Est-ce que c'est normal? Oui, je sais. Il ne faut rien porter, ni les bijoux, ni la montre, ni ceci, ni cela. Oui, mais il ne faut même pas habiter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce en fait, Françoise, il ne faut même pas exister. Franchement, vous exagérez. Vous voulez exister. Enfin, non, mais c'est pas. Effacez-vous. Effacez-vous. Oui, non, mais là, je trouve que là, c'est vraiment une dérive. C'est épouvantable. Je veux dire que des personnes se promènent avec des couteaux, que ce soit des mineurs ou pas. Des couteaux, des machettes, enfin c'est incroyable. Et oui, et c'est incroyable, mais vrai et quotidien, hélas. Voilà. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il y aura des taquets qui vont jouer et des problèmes qui vont jouer. Enfin, c'est une vaste question. Merci Françoise pour votre témoignage. Merci beaucoup Françoise. Et on continue encore avec une auditrice, Valérie, qui nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Valérie.
Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis comme toutes ces personnes qui vous remercient, quelqu'un qui n'écoutait plus la radio depuis des années. Et j'ai recommencé, et parce que je me suis rendu compte qu'enfin je pouvais essayer à travers vous et les recommandations de livres notamment, de me faire ma propre opinion. Et je viens de finir le livre d'Éric Anseau, Les élites françaises, des Lumières au grand confinement, que je recommande à tous vos auditeurs. Et bon à la lumière aussi de ce que j'entends monsieur Wally Bordas, si je ne me trompe, tout à fait. Expliquer. Très bon livre aussi, lisez-le, Tout ça pour ça, qui explique ce qui s'est passé avec les députés La République en marche. Oui, allez-y. Oui, pardon. Eh bien, là, il fait un constat de désenchantement, n'est-ce pas? Absolument. Et quand on lit Les élites françaises, le livre de Éric Anseau, on fait un grand voyage dans l'histoire depuis la Révolution et malheureusement on est le témoin de toutes les tentatives qui ont été échafaudées pour remédier au travers de notre société à travers chaque époque. Et à chaque époque, des gens étaient dans l'opposition, constataient tous des travers, et aujourd'hui nous sommes assez d'accord sur le diagnostic des travers. Et puis, ils étaient souvent coincés parce que c'était très difficile de former une opposition homogène et de proposer une plateforme où toute l'opposition et toutes les factions d'une opposition se rencontrent. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et aujourd'hui, quand j'entends toutes vos émissions et tous les constats sont justes et on a l'air assez consensuel sur ces constats, à chaque fois, je me demande, mais que faire? Où m'exprimer? Je ne veux pas... je vous ai entendu sur Génération Identitaire, je suis allée voir qui étaient ces personnes. Je me dis, il n'est pas juste qu'on les condamne juste pour ce qu'ils font, mais en même temps, je ne vais pas m'inscrire dans ce mouvement parce qu'au fond, je ne serais pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et c'est comme ça pour tout. En fait, vous vous posez la question du que faire pour une citoyenne comme vous, pour être actif. Alors je lis Contrepoint, j'écoute, j'achète des livres. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Je dis pas que ça suffit, hein. Je dis que c'est déjà pas mal. Mais je me demandais si des états généraux, si on pouvait, parce que vous dites souvent, les gens disent, mais qu'attendent les Français pour se réveiller? Et vous leur répondez. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que j'entends ça. Individuellement, j'aimerais tellement, mais c'est juste, Valérie, désemparée. Je voudrais que... vous n'êtes pas la seule, et avec beaucoup de raisons, je dirais simplement, seule, on ne peut rien faire, enfin seule, mais effectivement, il faudrait, je le répète à chaque fois, au niveau peut-être du quartier et au niveau de profiter des réseaux sociaux, en tout cas de ceux qui marchent bien, pour peut-être s'unir avec des gens qui sont proches de vos préoccupations. Je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire. Enfin, ça, c'est mon côté optimiste, j'y crois. Mais je voudrais que Wally Bordas réagisse, effectivement. Ce livre d'Éric Anseau est remarquable et vous voyez vous-même, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au-delà de qu'on soit macroniste ou anti-macroniste, ce qui est terrible quand même, ce qui est grave et ce qui est toujours préoccupant, et c'est pas nouveau, c'est des gens qui arrivent pour pouvoir réformer les choses et qu'enfin ils se constatent et ils sont venus avec beaucoup de sincérité, je suis sûr, beaucoup d'entre eux. Et puis ils constatent, je peux rien faire, donc où on devient cynique, où on devient passif, en général ça va ensemble, donc on est cynique, je m'en fous, j'en profite et puis on verra après. Comment, effectivement, à votre avis, Wally, vous êtes le journaliste politique que vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas à changer peut-être déjà quelque chose qui me paraît très important? C'est, je ne dis pas que le modèle américain est bien dans l'élection, on a vu, mais regardez, le Sénat et la Chambre des représentants en Amérique jouent un rôle de contre-pouvoir, vraiment. Est-ce qu'il ne faut pas que les législatifs retrouvent un rôle de contre-pouvoir? Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'on s'est rendu compte vraiment dans cette législature, et ils se sont rendus compte, ces nouveaux élus, qu'à partir du moment où ils avaient été élus, ils étaient considérés comme l'élite.
Alors que finalement, hier, ils étaient chargés des ressources humaines dans une entreprise, infirmières, enfin ils étaient des gens comme nous tous, qui travaillaient, qui connaissaient la vie, en tout cas pour une partie d'entre eux. Et du jour au lendemain, et ils s'en sont rendus compte, et c'est vrai que c'est un vrai problème, finalement cette défiance continuelle de la population vis-à-vis du pouvoir, de manière générale en fait. Et beaucoup m'ont raconté que du jour au lendemain, quand ils sont arrivés aux responsabilités, ils se sont rendus compte que finalement on leur disait mais vous êtes des élus, vous faites partie de l'élite, alors qu'en fait eux ne se sentaient pas. C'est pas ça. Et eux se sentaient au contraire investis de cette mission d'apporter de la réalité à l'Assemblée nationale. Et de changer. Et de la changer, et ce qui fait qu'il y a eu une énorme déception. On en parle tout de suite après ceci. Voilà, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et c'est à vous de réagir au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio et on parle vrai. Et tout de suite, on donne la parole à Guillaume de Périgueux. De Périgueux, pardon. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à toute l'équipe Sud Radio. Oui, bonjour Guillaume. Voilà, moi je voulais intervenir sur les agressions. Oui. Les agressions qui se multiplient, et je voudrais savoir comment on fait pour se défendre. Est-ce qu'on a le droit de se défendre ? Est-ce qu'on va laisser les gens se faire agresser comme ça ? Parce que imaginez, si vous êtes agressé, mais qu'autour de vous, il y a 10-20 personnes qui viennent vous aider, peut-être que l'agresseur réfléchira à 2 fois. Mais le problème, c'est que les agresseurs savent qu'on est quand même désarmé mentalement et physiquement. Oui, mentalement, il faut le dire aussi. Oui, qu'il n'y a pas de répondant. Et comment répondre à des gens qui sont armés quand vous êtes désarmés ? Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas être au moins armé avec des armes défensives ? Mais parce que vous savez, quand on va en ville, pour les enfants, on se dit, j'espère qu'ils ne vont pas recevoir un coup de couteau. Et quand vous vous défendez, c'est déjà arrivé qu'un agresseur soit blessé, il peut porter plainte contre vous. Oui. Comment on fait pour s'en sortir ? C'est une vaste question, mais c'est la question, en tout cas c'est une des questions les plus importantes. Je crois que effectivement, de ce point de vue, il y a 2 choses, enfin mon avis personnel, je prétends surtout pas détenir la vérité, je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, encore une fois, l'État devrait être beaucoup plus protecteur de ses citoyens, beaucoup plus de ceux qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas choisi d'agresser, qui n'ont pas choisi quoi que ce soit, qui se baladent ou autre, et qui c'est eux qu'il faut protéger d'abord. Et puis je vous dirais très franchement que aussi il faut avoir aussi les moyens de se défendre d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'un certain nombre de gens pratiquent maintenant les arts martiaux, garçons ou filles. Je pense que beaucoup de gens doivent apprendre à se défendre. C'est comme ça. Vous savez, je ne veux pas dire qu'on retourne au Far West, mais enfin, c'est pas nouveau. Les histoires de violence ont toujours existé. Ça ne veut pas dire justement qu'il faut les banaliser. Au contraire, il faut savoir ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Je crois que c'est très important. Parce que effectivement, si après ça, quelqu'un se fait attaquer au couteau et autres et qu'il perd et que toute sa vie en est marquée, oui, alors il peut obtenir peut-être justice, mais en attendant, toute sa vie en est marquée. Donc, je crois qu'il faut être plus, plus lucide et effectivement ne pas se laisser faire. Moi, je ne suis pas du tout pour le laisser faire, laisser aller en matière de sécurité comme en matière de protection. Il faut que la peur change de camp. C'est-à-dire que l'agresseur, il doit se dire, attention, si je fais ça, je risque quelque chose. C'est très exactement ce que disait le psychiatre Maurice Berger et beaucoup d'autres, mais ça, je vais vous dire, ça appartient aussi à la justice. Il faudrait que la justice aussi, quelquefois, fasse plus son travail, parce que c'est une question de ça. Il ne s'agit pas de mettre les bons et les méchants, c'est pas le problème, il y a beaucoup de gens, mais effectivement, si vous avez un agresseur qui sait qu'il risque telle ou telle sanction, c'est évident qu'il y aura quand même une hésitation. Mais s'il est assuré de l'impunité, c'est évidemment plus facile. C'est un vrai problème, c'est un problème qui se pose aussi bien dans
tous les... Et moi, je dirais que ce soit droite ou gauche ou tout, ou autre, un citoyen est un citoyen, une femme, un homme. Il n'a pas à ne pas être protégé d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas normal si lui n'a rien demandé pendant qu'il se balade dans la rue, pendant qu'il fait des choses, etc. Voilà. Vous savez, c'est vieux comme le monde. Hein. Ça, c'est pas nouveau, mais voilà, il faut savoir. Je crois qu'il faut savoir se défendre et que tendre la joue gauche ou la joue droite ou la carotide gauche ou la carotide droite ne me paraît pas effectivement la meilleure des solutions. Merci en tout cas, Guillaume. On donne la parole à Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Bercoff. Oui, bonjour Pascal. Voilà, je reviens sur une chose que vous avez dite avec la docteure que vous aviez en ligne il y a une heure de ça. Oui. Vous avez dit, aujourd'hui le Covid c'est une forme de guerre mondiale. Oui. Moi je vous rejoins absolument, on est en guerre mondiale contre des fous qui nous dirigent et qui ont déclaré la guerre. D'ailleurs Macron l'a dit, hein, il est en guerre, mais ce qu'il n'a pas précisé c'est qu'il est en guerre contre les Français et contre le peuple français. Il suit les ordres d'un agenda qui est bien programmé. Il y a aussi un très bon économiste, Philippe Erlin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, j'ai entendu. Il dit ouvertement que le maître de Davos, Klaus Schwab, veut faire une grande réinitialisation, détruire l'économie, en détruisant notamment la restauration et tous les petits commerces indépendants pour les mettre en place. Ce qu'il a appelé le Great Reset, c'est ça? Tout à fait, M. Bercoff. Et le plan suit son cours. Les Français ne réalisent pas de ce qui se passe. On écoute bêtement une peur d'une maladie qui est une maladie qui a été déjà voulue, et c'est surtout une maladie de la peur, plus qu'une maladie qui est grave. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des victimes, il y a quelques victimes, quand on sait que la moyenne d'âge est de plus de 90 ans, et on nous interdit de vivre, on nous interdit de prendre l'air. Aujourd'hui à Paris, j'ai vu sur la scène avec un policier qui fait partir des centaines de Parisiens. Les Parisiens, les bobos parisiens, excusez-moi du terme, ils écoutent bêtement un mec comme ça. C'est des moutons, on est devenus des moutons. Je ne comprends pas qu'il n'y a plus de réaction du peuple français. Le peuple français est soumis dans tous les sens. On nous déclare vraiment une guerre dans tous les sens du terme, aussi bien économique que moralement, qu'avec ce Covid. Et derrière tout ça, vous avez des gens comme Bill Gates qui rigolent parce que le vaccin ça va se vendre très bien. Jamais il a gagné autant d'argent grâce à sa vaccination. Vous avez des Klaus Schwab qui, son plan suit son cours, il va pouvoir instaurer bientôt le passeport vaccinal. Déjà, pour vous parler de passeport vaccinal, M. Bercoff, j'ai vu une émission Temps X, je ne sais pas si vous vous souvenez avec les Bogdanov. Oui. Non, j'ai. Et il y avait Jacques Attali qui parlait là-dessus en 1984. Dans cette émission-là, il parlait déjà de passeport vaccinal. Vous vous rendez compte? Il disait, Jacques Attali disait ouvertement que dans les décennies qui viennent, il faudra sans doute que les humains aient un passeport vaccinal pour pouvoir se déplacer. Ben on y est. Le plan suit son cours, mais le Français, il croit encore ses députés, il croit encore en hommes politiques, il croit encore en Macron. Moi, je suis sidéré. Macron n'a aucun pouvoir. Macron est un pion, comme Merkel. Et derrière tout ça, il y a des gens qui gèrent le monde. Et qui avancent leur carte. Alors, le but ultime, c'est d'instaurer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est pas du complotisme. Sarkozy a fait un discours en 2009 là-dessus. Georges Bush père, Georges Bush fils a fait un discours. Oui, Guillaume, non, mais je vous entends et c'est une thèse qui circule beaucoup. Je ne sais pas, moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être fomenté par Gates, Soros et compagnie. Je ne sais pas, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Franchement, moi, tant que je n'ai pas les choses très précises, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais en revanche, là où je vous suis, sur le reste, c'est un autre problème. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. Mais là où je vous suis tout à fait, c'est qu'il ne faut pas accepter d'être gouverné par la peur. Ça, c'est le vrai problème. Et le vrai problème, c'est qu'on accepte d'être gouverné par la peur. Il faut quand même prendre le temps de s'expliquer et d'expliquer. Et effectivement, de savoir pourquoi à 18h, on chasse tout le monde des bords de mer et des bords de quai et des bords de, que ce soit Dunkerque, à Nice ou ailleurs, et s'interroger incontestablement là-dessus. Et puis deuxièmement, effectivement, revenir à quelque chose que j'espère un jour on suivra. Vous voyez, je ne suis pas très suisse, mais sur le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, je me sens très suisse et je ne suis pas le seul. Je pense qu'il faut consulter le peuple, pas seulement par les représentants, mais par la voie aussi du référendum qu'on n'utilise plus et pour cause depuis 15 ans, depuis un certain référendum de 2005. Ça, c'est clair. Et justement, je voudrais poser une question à Wally Bordas, puisque vous voyez, effectivement, le vrai problème, il est posé. Alors, c'est pas le sujet de votre livre, mais ça rejoint le problème de la représentativité démocratique. Il est vraiment posé en France, vous le savez bien, vous entendez, et puis il y a beaucoup d'autres gens. Et le problème se dit, mais attendez, on élit ces gens qui nous représentent
représentent, mais en fait, ils ne nous représentent pas du tout. En tout cas, c'est perçu comme ça et on se renseigne comme ça. Comment, à votre avis, les gens qui sont sûrement de l'autre côté, et la question que je voulais vous poser, c'est que, est-ce que quand ils voient leurs électeurs, quand ils vont dans leur circonscription, vos députés de La République En Marche ou certains vous ont dit, oui, on ressent ce problème, ou pas? Oui. Oui, alors il y a quelque chose déjà avec ces élus, c'est que au début, quand ils sont arrivés aux responsabilités, un certain nombre d'entre eux ont préféré se concentrer sur le travail législatif plutôt que d'aller à la rencontre des citoyens dans leur circonscription. Ça a été clairement assumé par certains d'entre eux qui ont dit... Il y a le travail législatif et on n'a pas le temps de s'occuper de la circonscription. Voilà, enfin, au début en tout cas, au début du moins, puisqu'il y avait Emmanuel Macron qui voulait mener certaines mesures tambour battant, donc ils n'y sont pas allés. Finalement, les Gilets jaunes sont arrivés peu de temps après, et ils se sont rendus compte que ils n'avaient pas eu les signaux. Comment ils ont vécu les Gilets jaunes? Ça a été catastrophique pour eux, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ils s'y attendaient pas du tout, ils l'avaient pas vu venir. Alors certains, 2-3 disent que si, ils l'avaient vu venir et qu'ils avaient alerté, mais que ça n'a pas été. Pour la plupart, ils l'avaient pas vu venir. Et ils l'avouent, et c'est alors que c'est eux finalement qui auraient dû être l'alerte, exactement, à l'exécutif en disant il y a ce mouvement-là qui arrive, il y a un ras-le-bol qui arrive, et ils ne l'ont pas été. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a eu une énorme violence pendant les Gilets jaunes. Après, de manière générale, dans les rues, et puis après les élus aussi, il y en a certains qui ont eu leur permanence parlementaire qui ont brûlé, certains qui ont reçu des menaces de mort, des insultes, etc. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grosse défiance, mais cette défiance, elle est en partie due au fait que au début, ils n'ont pas réussi à créer ce lien avec leurs concitoyens. Oui, c'est ça. Ils n'étaient pas au courant, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ce qu'ils disent par rapport à ce que vous disiez sur la démocratie représentative, etc. Ils ont essayé, eux, de renouveler un peu les choses pendant leur... et d'ailleurs, pendant le grand débat, c'était un petit peu ça. C'était de faire participer les citoyens, essayer de leur donner la parole. Et ce que beaucoup d'entre eux racontent, c'est que finalement, quand ils ont organisé des réunions dans leur circonscription, peu étaient les citoyens qui venaient. Ils n'ont pas eu beaucoup de retours, pas eu beaucoup de participation. Ouais, il y avait des gens quand Macron était là et les télévisions étaient là, quoi. C'est ça. D'accord. Clémence. Allez, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 et la discussion continue entre André Berkoff et son invité Wally Bordas. Et voilà, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Allez, les carottes ne sont pas cuites et c'est à vous de prendre la parole, chers auditeurs. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite la parole à Evelyne, justement, qui nous appelle de Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Evelyne. Bonjour Monsieur Berkoff. Merci pour vos émissions. C'est vraiment une respiration, vous savez. Vous êtes le Raoult de Sud Radio. Voilà. Alors écoutez, je vais me laisser pousser la barbe et la prochaine fois, je vous parlerai en me tâtant la barbe. C'est promis. Ah oui, non, mais alors il faut une bague, il faut tout. Hein. Ça oui, je vais faire la totale. C'est gentil, merci beaucoup. Je souhaiterais dire bonjour déjà à votre invité et vraiment aussi lui poser une question importante puisqu'il a, semble-t-il, enquêté sur les députés La République En Marche. Oui. J'aimerais savoir, selon son enquête, combien de ces députés de la République En Marche ont un diplôme de droit, d'économie, favorise quelque chose qui puisse être le ciment d'une société, quoi. Alors hormis la politique. Déjà savoir si au niveau, parce que les députés, c'est quand même des législateurs, c'est eux qui disent la loi. En fin de compte, ils ont le dernier mot. Même si le Sénat est là, la loi revient à l'Assemblée nationale et c'est elle qui détermine si oui ou non elle va être promulguée ou pas.
C'est assez dur à quantifier pour vous répondre. Merci déjà pour votre question. Bonjour. C'est assez dur à quantifier. En revanche, ce qu'on a constaté avec les gens qu'on a rencontrés, c'est que beaucoup d'élus, de plus en plus, avec les années et encore plus sous cette législature, étaient issus d'écoles de commerce. Et qui manquait cette formation en droit, et ça s'est notamment manifesté par le fait que avant, vous savez, vous aviez des grandes envolées lyriques à l'Assemblée nationale avec des grands avocats qui étaient élus, des personnes qui avaient eu cette formation en droit, en éloquence, etc. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, ou en tout cas beaucoup moins, et on a de plus en plus de discours très pragmatiques, comme ils se disent d'ailleurs, où ils disent, écoutez, A plus B, et ça donne des choses, et ils l'avouent eux-mêmes, assez technocratiques. Monotone et qui n'intéressent pas les gens, finalement. Mais attendez, quand vous avez quoi que ce soit, parce que tout à l'heure j'entendais des personnes qui disaient il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Non, quand il vous arrive un accident comme un attentat au couteau ou de ces armes qui traînent, mais attendez, il y a des lois pour ça. Il n'y a pas d'homme qui s'occupe des lois. Elles ne sont pas appliquées, les lois. Il n'y a pas de prison. On ne met pas les gens en prison. Voilà, non mais Evelyne, il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Nous sommes d'accord, Monsieur Berkoff. Nous sommes totalement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je vous entendais parler tout à l'heure là, des Gilets jaunes. C'est la raison exclusive pour laquelle ce mouvement a échoué. C'est que déjà d'une, il n'était pas organisé, il n'était pas politique et il ne connaissait pas les lois. Voilà. Donc ils se sont fait avoir. Vous savez, ça me fait penser un peu à Louise Michel. C'est pareil, quand elle a voulu se mettre pendant la commune, elle a voulu se mettre à dos tout un tas, effectivement, la démocratie, etc. Elle ne savait pas qu'il y avait des banquiers derrière, des financiers derrière. Elle s'est fait avoir comme ça. C'est triste parce que ça partait d'un sentiment tout à fait humaniste. D'ailleurs, vous imaginez qu'on va fêter, là, et on en parlera ici à Sud Radio, le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Bien sûr. Là, très bientôt. Et qu'est-ce qui a changé, dites-moi? À part qu'on ne tire plus à balles réelles, peut-être. Oui, non. Il n'y a plus de tiers qui arrivent sur la butte Montmartre, heureusement d'ailleurs. Oui, non, mais j'ai un peu d'humour là. Non, mais je veux dire par là que le comportement psychologique des gens, c'est de dire j'ai un problème, allez, c'est insupportable, c'est moi qui ai raison. Non. Regardez les grands faits. Je veux dire, vous voyez, vous êtes devant les magistrats dans une cour. On vous dit oui, mais cet homme-là, il a souffert dans son enfance, tatati, tatata. Et voilà. Mais je veux dire, mais ça, c'est aléatoire. Mais les gens ne connaissent pas les lois. C'est la loi qui mène la France. Et vous dites que les députés ne font pas en sorte d'appliquer les lois. Exactement. Ça. Et moi, je suis très spectatrice, parce que je suis spectatrice uniquement, de l'Assemblée nationale et des commissions. C'est infernal, quoi. C'est là où on voit effectivement que, la République en marche, ils sont plus de 377 députés, et que, les autres, ils ne peuvent rien faire. D'ailleurs, c'est pour ça que, les Républicains sont complètement, mais alors, effacés de tout, quoi. C'est dramatique. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour voter pour quelqu'un, quoi. Je ne sais pas. Alors la question, on va se la poser. On a encore un an. Ça va un peu trop loin, mon. Non. Mais écoutez, vous dites que. Mais justement, mais Wally Bordas, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous voyez là, et beaucoup de gens comme ça, ils se posent la question, ça sert à quoi? Pas seulement la République en marche. Ça sert à quoi les députés? Ça sert à quoi l'Assemblée nationale? Et on se dit, on est désarmé, quoi. Et c'est un vrai problème. Et encore une fois, je reviens à votre enquête que je recommande, tout ça pour ça, chez Plomb. Est-ce qu'ils en sont, honnêtement, est-ce qu'ils en sont conscients, ou ils disent oui, c'est comme ça, on peut rien faire, nous aussi, même députés, on peut rien faire, c'est comme ça, on suit le courant, franchement. Ils en sont conscients. Et d'ailleurs, ça s'est bien manifesté à l'occasion des élections municipales, puisqu'il y en a beaucoup d'entre eux qui étaient des députés qui ont voulu quitter leur législature pour devenir maire d'une petite ville. Donc finalement, ils se sont tous pris un mur. Oui, ils se sont tous clashés. Voilà. 2,2% au municipal, ou presque. Exactement. Mais en tout cas, oui, ils en sont conscients. Et c'est pour ça, justement. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ne se représenteront pas. Vous pensez que beaucoup d'entre eux ne se représenteront pas? Non, je veux dire, parce qu'il faut se dire, se présenter avant l'élection
l'élection présidentielle. Il faut choisir ça avant. Ils ne peuvent pas attendre la victoire ou la défaite de Macron. À votre avis, beaucoup d'entre eux n'iront plus. Oui. Déjà, en arrivant, il y en a beaucoup qui avaient dit je ne serai là que pour un mandat. Voilà, qui avait dit je viens de la société civile, je compte bien y retourner, je veux donner mon temps pendant 5 ans à la nation et je n'y retournerai pas par la suite. Et en plus, il y a ceux qui auraient voulu se représenter sûrement au début quand ils ont été élus, en tout cas qui pouvaient se poser la question et qui, je pense, après leur expérience, et certains nous l'ont dit, et leur déception, ont été totalement découragés et souhaitent revenir à la vie civile. D'accord. Donc effectivement, ça va être très intéressant à suivre, mais effectivement, la question d'Evelyne reste entière. Non seulement faire la loi, mais appliquer la loi. That is the question. Allez, on donne rapidement la parole à Catherine qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour, c'était à propos des violences des jeunes. Oui. Je me demande si ça ne fait pas partie de l'ambiance générale de la tension qui est créée par le confinement et par les heures de 18 heures. J'habite en Dordogne et normalement on a une atmosphère très, très tranquille. Ne serait-ce que le 80 km/h, il est plus respecté. Tout le monde fonce pour être à l'heure. Les gens se disent plus bonjour parce qu'ils ont le masque. On prend plus le temps de papoter avec son voisin. Il y a une tension même dans la France rurale. Donc dans les villes, je plains les gens des villes parce qu'on le sent partout, ces contrôles, les rondes de police, etc. Et on ne parle pas des violences conjugales, vous devriez faire une émission là-dessus, mais je suis sûre que ça explose, et l'alcoolisme aussi. C'est très vrai. Donc le confinement, il fait pour beaucoup, et je pense que c'est voulu. On veut mener à des tensions entre les gens et à des luttes sociales. Vous pensez que c'est voulu, mais pour quelle raison, à votre avis? Pourquoi des gens décideraient sciemment et évidemment cyniquement de vouloir faire monter la tension qui est déjà assez forte comme ça, ou les tensions, disons? Pour mettre un... Pour garder le pouvoir? Absolument, pour mettre un État totalitaire. Bah, écoutez, déjà, l'histoire du confinement, c'est pour forcer les gens à avoir peur du Covid et à faire en sorte qu'on vote par correspondance. On sait ce que ça a donné aux États-Unis. Il y a les présidentielles l'année prochaine, donc on monte les tensions, on monte les musulmans contre les autres contre les musulmans, les vieux contre les jeunes. C'est les jeunes qui vont vous transmettre le Covid. Il faut vous faire vacciner. Moi, ici, dans la France profonde, ils se font tous vacciner parce qu'ils ont peur. Alors que les cas de Covid, à part 84 ans, leucémie Covid et cancer Covid, il n'y en a pas. Hein. J'ai 65 ans, j'ai connu beaucoup de gens qui sont morts du sida, mais des dizaines. Dans mon métier, du mort du Covid seul, j'en connais pas. Merci Catherine. En tout cas, merci pour votre témoignage. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que les auditeurs sont très lucides. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, André Berkoff. Et merci à vous, Wally Bordas. Je rappelle le titre de votre livre, Tout ça pour ça, aux éditions Plomb. Et puis vous, tous qui nous écoutez, vous pouvez réécouter Quelle chance, cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, évidemment, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye, la passion et le coup de foudre. C'est la question qui est posée avec Pascal Neveu, psychanalyste. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.